Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque lapidaire tout à fait exceptionnelle. C'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années et qui concerne une cathédrale qui se trouve en Allemagne, à Ulm, c'est à près de 500-600 km d'ici, et une magnifique collégiale qui se trouve en Alsace, plus exactement à Thann. Il se trouve que, vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel de trouver le même tailleur de pierre sur un édifice comme sur l'autre. Un hasard extraordinaire, la façon dont les choses se sont passées et la façon dont je suis arrivé à déduire que c'est le même personnage. Alors, on va rechercher la marque parce qu'évidemment, l'intérêt était de pouvoir la reproduire par moulage. Elle est là. C'est une marque tout à fait particulière et vous comprendrez pourquoi. Cet homme-là a donc travaillé au début de la construction de la collégiale Saint-Thiébaut de Thann, sous les ordres de cet architecte, Rémi Fesch. J'ai pu faire ces moulages dans une clé de voûte où il se représente là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ici? C'est que, à cette époque-là, j'ai relevé cette marque, comme j'en ai relevé des milliers, sans savoir que j'avais entre les mains la marque d'un personnage tout à fait étonnant. Je l'ai compris que par la suite, quand j'ai décidé de travailler sur la cathédrale de Ulm. Alors Ulm, c'est à près de 600 km d'ici. C'est-à-dire qu'à Thann, tu as trouvé cette marque sans savoir à qui elle appartenait. Absolument, parmi plein d'autres, qui sont répertoriés ou qui ne le sont pas. Et puis, lors d'un autre voyage à Ulm, eh bien, il m'est arrivé une histoire tout à fait curieuse parce que je l'ai retrouvé là-bas, mais alors dans des conditions tout à fait particulières. Alors que je relevais les marques sur les colonnes à l'intérieur de la cathédrale de Ulm, à un certain moment, j'ai tout abandonné, mon sac, mes affaires. J'ai traversé toute la cathédrale. Je suis passé d'ailleurs, j'ai enjambé le cordage qui protégeait la partie du chœur. Je suis redescendu de l'autre côté où j'ai à nouveau enjambé un cordage pour aller vers une chapelle latérale de cette cathédrale. Je suis rentré par hasard dans une de ces chapelles et je me suis dirigé tout droit sur cette marque, mais à Ulm. C'était vraiment... Tu l'as aussi, cette marque de Ulm? Alors, c'est justement là où c'est intéressant. J'ai pu mouler celle-ci. Et dans ce même musée, je vais vous montrer le même personnage. À Ulm, j'ai eu l'autorisation de prendre l'empreinte de ce fameux personnage qui s'appelle Matthäus Boblinger et qui, en fait, a dessiné, je l'ai sur un plan, a dessiné tout le clocher. C'est lui qui l'a créé et qui l'a construit en partie. Alors c'est tout à fait extraordinaire de pouvoir réunir ici, dans ce musée de la glyptographie, de pouvoir réunir cet homme à des distances aussi. C'est là où on voit à quel point ils étaient mobiles pour certains. Et les maîtres voyageaient beaucoup. Ceci pour compléter leurs connaissances dans d'autres régions et évidemment aussi de transmettre leur savoir qu'ils ont pris par ailleurs. Donc il y avait beaucoup de communication à cette époque-là. Donc on a affaire à Matthäus Boblinger. La datation est difficile à lire, mais je vais vous la traduire. On est donc en 1485. Ces chiffres ont changé par la suite, aux environs de 1500-1520. Ce type de chiffre a disparu. Mais quand on découvre comme ça, lors d'un voyage parmi tant d'autres, et que instinctivement, quand j'ai vu cette marque, je me dis mais je la connais, je l'ai vue par ailleurs. Il est vrai que j'en ai des milliers en tête, je ne sais pas forcément dire où je les ai vues, mais elles sont enregistrées, c'est comme la lecture, c'est comme la musique. Donc je savais que je l'avais quelque part. Et dès mon retour, évidemment, je me suis jeté sur mes papiers, mes photos, pour aujourd'hui pouvoir vous parler de ce même Matthäus Boblinger qui a travaillé à Saint-Thiébaut
à Thann, sur la collégiale de Saint-Thibault. Parce que donc, si je comprends bien, lorsque tu étais à Thann, tu as trouvé une marque lapidaire sans en connaître le tailleur de pierre. Et quand tu es parti à Ulm, tu savais que Boblinger y avait travaillé, mais tu ne connaissais pas sa marque. Exactement. Et c'est lorsque tu l'as trouvé, en faisant le rapprochement, que tu as pu voir qu'il était sur les deux sites, c'est ça? Bien sûr, je saute une multitude de choses. Après, rentre dans les détails. Il y a des documents, il a fallu aller sur place. J'ai demandé les autorisations pour accéder à des documents, pour étayer cette découverte avec des. Et là, je me suis rendu compte et j'ai découvert cette famille extraordinaire, les Boblinger. Alors, les Boblinger, le grand-père, je crois qu'il l'appelait le vieux. Le grand-père était maître bâtisseur de cathédrale. Ses 4 fils ont été maîtres bâtisseurs de cathédrales. Et les petits-fils, un certain nombre, l'ont également été. Alors vous imaginez ces grandes familles de bâtisseurs qui, pendant des générations et des générations, se succèdent. J'imagine un peu la maman, l'épouse, avec les 3 fils ou les 4 fils qui ne discutent que de cathédrale. Le grand-père était peut-être encore là. Oups, c'est absolument extraordinaire. Donc ce sont des petites histoires comme ça qu'on peut arriver à recomposer au fur et à mesure que j'ai pu rajouter. Ah bah tiens, il avait un frère. Ah bah tiens, il avait des fils qui étaient bâtisseurs. Il y a bien sûr tout un travail autour. Est-ce que tu as d'autres marques lapidaires de cette famille? Sur papier, oui. Okay. Sur papier, oui. Pas en moulage? Pas en moulage. Je les ai jamais retrouvés. Par contre, je les ai trouvés sur des documents qui sont connus et qui sont dans certaines bibliothèques. Alors, il n'y a pas que cette famille. Il y a beaucoup de familles comme ça où vraiment on se rend compte que c'était des bâtisseurs, comme il y en a d'ailleurs dans le Royaume de France, des familles de bâtisseurs qui ont construit tout ce patrimoine que nous avons aujourd'hui à préserver et que les gens ont beaucoup de plaisir à aller visiter et qu'il faut continuer d'entretenir. C'est extrêmement important. C'est notre passé. Et je dis toujours, quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et ça, c'est primordial, à mon avis. À Ulm, est-ce que tu as trouvé d'autres marques lapidaires? Oui, évidemment. Évidemment, j'ai extrait celle-ci. Alors, je ne les ai pas toutes trouvées. Par contre, en fouillant dans les archives à Ulm, je suis tombé sur des relevés qui ont été faits il y a fort longtemps avant que moi je m'intéresse au sujet. Et j'ai pu effectivement compléter cela, parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles ou qui sont définitivement interdits. Il y a à la rigueur l'architecte en chef qui peut y accéder, ou l'appareilleur qui lui restaure et entretient et surveille l'édifice. Donc sur ces grandes cathédrales, on ne peut voir probablement que 10 ou 20% des marques parce que les autres ne sont pas accessibles. Donc tout ce que tu peux voir ici, eh bien d'abord il faut l'autorisation pour faire le moulage, c'est toujours très compliqué. Ensuite il faut être équipé, il faut avoir les silicones sous la main, etc. Mais je tenais à compléter mes recherches sur les marques lapidaires par justement ces copies dont j'ai une histoire à raconter sur au moins 10% de tout ce qu'on peut voir ici, où vraiment il y a une histoire particulière que je peux en extraire, ou comme celle-ci, où vous vous rendez compte, elle existe à Ulm, elle existe en Alsace à 550 ou 600 km de là. Ce sont des histoires qui sont très émouvantes quand on les vit. Alors j'essaye de les transmettre et de les raconter aux gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur nos bâtisseurs de cathédrales. J'ai représenté ici sur ces panneaux un certain nombre de marques, certaines que j'ai pu relever, d'autres que j'ai pu retrouver dans des archives. On voit ici la structure des marques de cette Münster, en fait la cathédrale. Voici le type de marque qui se trouve sur cet édifice. Et évidemment, on retrouve ici la reproduction par dessin. À côté, je vous ai montré le moulage à l'identique de cette marque, de ce Matthäus Boblinger de 1485.
On a ici, à Ulm, un certain nombre de grands maîtres, dont celui-ci. Il y en a d'autres, dont celui-ci, lui également, qui sont représentés dans des monogrammes, qui ont travaillé à Ulm et qu'on retrouve sur d'autres cathédrales. Dans ce cas-là, on les retrouve tous à Strasbourg, par exemple. Ils ont probablement travaillé encore sur d'autres édifices, mais voilà ce que j'ai pu personnellement découvrir dans mes différents voyages et recherches. 161 mètres. Ah, c'est quelque chose de considérable. C'est une flèche qui c'est comme une fusée là qui est debout verticale. C'est absolument impressionnant à découvrir comme édifice. Et est-ce que tu as aussi des panneaux comme celui-ci pour Thann? Alors oui, Thann également. C'est de l'autre côté. Alors ici, il y a toute une série de relevés que j'ai fait moi-même, mais également des relevés qu'on m'a communiqués et qui sont dans les archives à des endroits inaccessibles. Mais voici un peu toute une série de marques qui se trouvent justement sur l'église de Matthaus Boblinger, dont vous avez vu le moulage tout à l'heure. Oui, donc là tu l'as représenté effectivement comme tu l'avais trouvé initialement à Thann. Exactement. Et l'autre tu l'as représenté Voilà. Comme il était à Ulm. Absolument. 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 Voilà la petite aventure de... C'est 78 mètres. Oui, bon, j'ai mis un minimum d'informations, mais c'est suffisant. On a les dates de début de construction, à peu près la fin de la construction de l'édifice. C'est vraiment un petit bijou du XIVe siècle. On est dans du gothique flamboyant, c'est remarquable. D'ailleurs, on a tellement de beaux édifices dans le Royaume de France. D'ailleurs, dans toute l'Europe, on a des cathédrales qui sont exceptionnelles. Super, c'était une super histoire. Voilà, une petite histoire. Très intuitive. Une petite histoire d'enquête autour de la découverte en partant d'une petite marque gravée dans la pierre pour l'éternité, parce que elles sont toutes les deux à un endroit à l'intérieur, donc bien préservé. Tant que l'édifice sera debout, eh bien, la signature de cet homme sera là. Les autres, on ne les connaît pas, évidemment. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera une explication sur l'un ou l'autre. Pour ça, il faut chercher. Il faut y mettre beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de passion. Sans la passion, on lâche ce genre de recherche. Mais après, il y a quand même un résultat, il y a une satisfaction. Et il est vrai que quand les gens visitent le musée, que ce soit des scolaires jusqu'aux adultes, ils ont du plaisir à découvrir un sujet qu'ils ignorent totalement. Merci beaucoup Claude pour cette nouvelle vidéo. Notre petite... Et puis, allez, petit scoop, là il y a un Gugus. Et donc ce Gugus, eh bien, on le retrouvera un jour dans une vidéo où, suivant la manière dont on va publier les vidéos, vous l'avez peut-être déjà retrouvé et vous connaissez son histoire, liée intrinsèquement à ta découverte de l'équerre de Saint-Benoît-sur-Loire. Directement liée. D'ailleurs, pendant des années, j'ai pas compris certaines choses de cette... on en parlera une prochaine fois. Mais lui, c'est le bâtisseur de la collégiale Saint-Thibaut de Colmar. Saint-Mathieu. Pardon. J'ai tellement de noms en tête que de temps en temps. Saint-Mathieu de Colmar, et effectivement, on en reparlera. Et il y a un lien avec Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Merci Claude, à bientôt. À bientôt. On t'embrasse. Merci, salut.